sonorité particulière, les amateurs d'anciennes l'adorent. C'est celle d'une pampan comme ils disent. Vous l'avez compris, il s'agit d'une Panhard. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Bagnole et Images, en compagnie d'Olivier que j'avais déjà rencontré lors d'un rassemblement du dimanche matin et qui cette fois va nous parler de son auto. Lors de son lancement il y a 70 ans, la nouvelle Dyna Type Z1 démode d'un coup la concurrence, à savoir les Peugeot 203, Simca Aronde, traction Citroën et autres Renault. À sa silhouette originale s'ajoutent des caractéristiques alléchantes. 6 places dont 3 à l'avant, 130 km/h en pointe, 7 litres au 100, un vaste coffre à bagages et une super tenue de route. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter une Dyna? Mon grand-père en avait une et j'avais encore moi Les souvenirs en tête? le bruit dans l'oreille du grand-père qui arrivait. La grand-mère était congelée en général parce qu'il y avait très peu de chauffage. Et puis je suis tombé par hasard sur une annonce. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai été voir monsieur Boyer, lui il avait projeté de la restaurer et puis il ne l'a jamais fait. Voilà. Il est arrivé à la retraite et il a dit bah, je vends. Et moi j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Mais tu voulais absolument une Z1 ou pas? Alors oui, je voulais une tout alu. Ouais. C'était important parce que j'ai déjà une 4 chevaux et qui rouille, bien qu'on l'ait restaurée à fond et continue de rouiller. Enfin. Donc j'avais dit de l'alu, génial. Bon, là il y a un petit arrêt technique. Oui, petit arrêt technique. Alors, c'est pour quoi faire? Alors, il y a une prise d'air, il y a un bouchon qui a dû sauter pendant qu'on roulait là-bas. Vous le retrouvez Au niveau du carbu? Au niveau des pipes d'admission. Et les Panhard, elles n'aiment pas du tout les prises d'air. Donc il faut que je trouve un petit truc que je puisse lui mettre là-dedans. Ah, Elle est où la prise d'air? là. Elle est juste là. Et j'avais un bouchon dessus, mais qui s'est barré. De l'autre côté, j'avais mis un collier. Et maintenant, je sais d'où ça vient parce que j'ai déjà été embêté plusieurs fois. Bon, Olivier, explique-moi la technologie moteur. Sans rentrer trop dans les détails. Technologie moteur, bicylindre, donc à plat opposé, 850 cm3. Et la particularité de Panhard, c'était le rappel des soupapes. Pour refermer les soupapes, c'est des barres de torsion. Ces tubes que vous voyez là, dedans à l'intérieur, il y a une barre de torsion, donc il n'y a pas de ressort. C'est donc des moteurs qui pouvaient prendre des tours, bien plus que les moteurs avec des soupapes à ressort. C'est un moteur qui développe combien de chevaux, ça? 42 chevaux, et en fin de vie jusqu'à 60 chevaux. Le moteur Tigre, ce qu'ils appelaient, avec des carbus un peu plus sophistiqués, des arbres à cam un peu différents. Donc ça, c'était sur la fin de vie. Voilà, c'est la PL17 qui avait ce moteur-là, avec le fameux moteur Tigre. Donc à l'époque, Panhard, il n'a pas eu le choix concernant le moteur. Il a récupéré le moteur de la petite Dyna X. X87 qu'on appelait, hein, qui était la Louis XV aussi. Ouais, c'est ça, tarabiscoté. Et eux, ils ont voulu faire une plus grosse voiture, mais ils ne voulaient pas augmenter en poids parce que le moteur était assez petit. Avec la concurrence, voilà. Donc ils ont fait une voiture tout en aluminium, ils ont fait ce choix-là, qui était un choix très onéreux, et ils sont revenus en arrière par la suite, puisque les dernières étaient en acier. Ils ont commencé à faire les ouvrants en acier, puis toute la caisse, et puis voilà. Et les Panhard Z16 étaient entièrement en acier, hein, les dernières, voilà. D'accord, donc sur celle-là, quand on dit tout alu, c'est quoi? C'est la plateforme? L'ensemble les de ouvrants, la voiture, tout est en alu, sauf les supports moteurs, les ressorts de moteurs, etc. Voilà, les traverses, mais le reste, tout est de l'AU. C'est de l'AU 4G de l'époque, le duralumin, ce qu'on appelait, voilà. Et un métal très léger, quoi, et costaud, hein, solide. Quand on la monte sur le cric, on peut faire qu'un seul cric, on monte les deux roues. Hein. Elle pèse combien en ordre de marche? 780 kg. 780? Même pour celle en alu? Celle en alu. Frein à tambour? Frein à tambour partout. Oui, vitesse? 4 vitesses, première non synchronisée, ouais. Les autres oui, et marche arrière non synchronisée évidemment, donc être à l'arrêt pour repasser. Carburateur, double corps ou pas? Double corps. Ce qu'on voit là, ce sont les manches de chauffage, alimentation d'air chaud. Ok. Là, c'est la turbine. La turbine avec protection du ventilateur évidemment. Alors tout cet ensemble-là, il est recouvert par le capot. Monobloc. Et puis on va en profiter pour voir sa bonne bouille. La bonne bouille de la voiture. Ah oui, effectivement. Sympathique. Avec son regard central, son feu central. Et elle donne l'impression de sourire. Oui, elle sourit cette voiture. Au premier regard, quand tu vois ça, tu dis elle est en train de se marrer. Elle se marre. Alors à l'époque, c'était rare, mais on voit les pare-chocs qui sont intégrés quasiment. Entièrement en alu. Le capot, lui, c'est un ensemble qui couvre les passages de roues, le moteur, il intègre les phares,
Et on peut apercevoir sur cette auto-là, moi j'ai été surpris quand je l'avais vue pour la première fois, c'est qu'elle a beaucoup de chrome. Enfin, finalement, ce sont des baguettes... Ce sont des baguettes en alu qu'on astique et ça fait effet chrome. Ok. Tout à fait. Elles correspondent un peu à l'aspect esthétique de la voiture, mais c'est pas tout. Parce que j'ai cru comprendre que les baguettes qui sont sur le capot, elles ont aussi, indépendamment de l'esthétisme, un rôle. Ah oui, ça cache parce que le capot est en 3 parties. Le capot est en 3 parties, donc c'est soudé. Hein, là, ce qu'on voit, sous la baguette, là, c'est les lignes de soudure. C'est une soudure, c'est une ligne de soudure. Et donc, pour masquer les lignes de soudure, on a mis des baguettes. Voilà, là, on voit la jonction hein, qui est ici, mais ici, voilà, ils ont mis des baguettes pour cacher la soudure. Mais c'est quand même une très belle pièce hein, à l'époque, voilà. Hein. En termes de performance, Ça a été donné pour 130 km/h. 6 places, 6 litres. C'était la pub de l'époque. Pareil, une traction, une 403. Voilà, oui, une ronde. Voilà, donc finalement, cette auto-là, même avec son petit moteur de 5 chevaux fiscaux, pouvait jouer dans la cour des grandes, qui elle faisait 10 ou 11 chevaux. Puis en plus, tenue de route, elle était exceptionnelle. Hein. Oui, exceptionnelle. 403, elle suivait pas. Hein. L'ouverture du coffre arrière, il se fait comment? Par l'intérieur, il y a une tirette à la base de la banquette arrière. Là, je me souviens de mon grand-père, il se payait le cuir chevelu avec et ça. Il avait, alors il s'est traître, entre guillemets. Bon, comparé aux voitures de l'époque, effectivement, quand on voit le coffre, c'était énorme. Hein. C'est énorme. Énorme. Donc la roue de secours à plat, beaucoup de constructeurs l'ont repris après, avec un faux plancher intermédiaire. Ah oui, on n'est pas obligé de tout vider. Ah, exactement. On a la roue de secours en accès facile. Ça, c'est top. Il est très profond. Hein. Il va jusqu'à la banquette arrière. Il est profond. Hein. Puisque le réservoir est sous le plancher. Hein. Il est sous la banquette arrière. Ça ouvre en grand, hein, donc il n'y a pas de souci pour l'accessibilité. Tout a été fait pour faciliter l'accès. Le seul petit truc encore qu'on pourrait peut-être critiquer, mais c'était comme ça à l'époque, c'est les fameuses portes-suicides. Alors, dites portes-suicides. Alors voilà le travail. À l'époque, toutes les voitures étaient comme ça, issues des voitures à chevaux en fait. Voilà, les voitures à hippomobiles. chevaux, les hippomobiles, on ouvrait à l'envers. Et il a fallu du temps pour qu'on s'aperçoive que quand elles étaient mal crochetées ou qu'elles s'ouvraient, si les gens les rattrapaient, ça dégageait. Ils partaient avec. Et on retournait à la porte. Hein. Donc ils ont inversé dans les années 62, 65, ça dépend des constructeurs. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as fait toi comme modif? Ces petits feux arrière qui font veilleuse et clignotant, ouais. Qui ont été sur la Panhard pendant 1 an, après celle-là en 57, et avant qu'ils mettent les feux bulbeux qu'on verra apparaître sur les Panhard suivants. Donc là, on a exclusivement donc le feu stop. Ouais. Un phare de recul. Un phare de recul, ici central au milieu. Ok. Une auto sympa. Hein. Moi, je suis quand même ébahi quand je pense que c'est une voiture, tout au moins pour celle-là, qui dans 2 ans va fêter ses 70 ans. Exactement. Au mois de janvier. Ouais. Bon, on va aller voir ce qui se passe un peu du côté habitacle. Olivier, tu vas me faire le commentaire. Alors déjà, ce qu'on remarque tout de suite, c'est la banquette. 3 places à l'avant. Donc la planche de bord, très élégante. Et puis là, qu'on distingue bien l'ensemble bloc qui regroupe tous les boutons. On va voir l'antibrouillard avant central qui est spécifique à cette voiture. Le feu de recul qui est actionnable ici. Le tableau de bord, l'éclairage du tableau de bord qui était indépendant de la mise en contact des veilleuses. Un bouton qui sert à rien, qui est pas utilisé, et puis les 2 veilleuses latérales, les feux de position. En dessous le volant, alors il y a quoi? Alors en partant de la droite, on a le starter pour le démarrage à froid. À côté, on va avoir le coupe-batterie, toutes les Panhard étaient équipées d'un coupe-batterie. Le Neumann pour bloquer la direction. La commande d'essuie-glace. Et puis la commande du chauffage. Tout ça, c'est des tirettes. Le démarrage se fait par le Neumann? Démarrage par le Neumann déjà. Il y a une position start et une position démarrage. Et puis on aura les commandes de chauffage et de dégivrage précisément pour les pieds et le dégivrage du pare-brise sur la planche de bord tout en haut là-haut. Ok. La poignée qu'on voit là, en bas, en dessous. Le frein à main qui agit sur les roues avant, uniquement sur les roues avant, à câble. Et puis le démarrage qui est un démarrage électrique qui a été rasé. Là il y a un petit cendrier. Et puis un cendrier d'époque. Tout en alu d'époque, d'origine. En dessous le rembourrage là, ça c'est une
c'est un défaut de la voiture. Ah, ça se vend avec le temps, voilà, c'est difficile. Les plastiques ça vieillit pas toujours très bien. Ça vieillit pas. Là il a des contraintes un petit peu trop fortes. En ce qui concerne le pédalier, il paraît bien centré par rapport à la colonne de direction. Il n'y a pas à se déhancher, un petit peu quand même. Un petit peu pour l'accélérateur. L'accélérateur est excentré. Les deux autres pédales par contre sont bien dans l'axe. D'accord. L'accélérateur, on voit qu'il a la taille d'une semelle de chaussure. Tout à fait. Donc ce qui favorise, on va dire, le talon de pointe. Le talon pointe, Hein, oui, le point de pédale qu'on utilise souvent, le double débrayage. Hein. C'est bien ça. Là, il y a l'éclairage L'éclairage à l'ouverture de porte. à l'ouverture de porte. Ouais, il y Ok. avait déjà C'était déjà soigné, ça. C'était pas une option. Automatique, c'était déjà de série. D'accord. Si on balaye là par le haut des pare-soleil, Là, on a deux on pare-soleil s'aperçoit qu'il y a et on a un miroir de courtoisie avec la petite lampe. avec l'éclairage. Alors ça c'était le luxe, hein, vraiment l'époque. Si on regarde l'entrée de porte, on peut voir un détail quand même qui est significatif. C'est de l'alu toujours. Hein. C'est toujours de l'alu et c'est des petits avions. Panhard avait commencé dans l'aviation, on continue des moteurs d'avion et puis après dans l'armement. Donc c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à leur passé. Belle auto. En ce qui concerne la sellerie, il y a eu beaucoup de boulot de fait ou elle était comme ça On quand l'a tu l'as conservé. récupérée? Moi, je l'ai récupéré. Le tissu était tout craqué de partout. On a changé. Mais c'est sa couleur d'origine, ça? C'est sa couleur d'origine et on a gardé. Les skies sont d'origine. Et le ciel de toit, Le ciel de toit, avec pareil. le modèle de l'ancien qui était là mais plein de trous. Et on a racheté du tissu et tout recousu au modèle. Et C'est retendu. une couleur d'époque, ça? Couleur d'époque, il était beige comme ça. Alors on voit bien que c'est un habitacle très lumineux et très grand. Hein. Il y a beaucoup de place. On a la place de croiser les jambes derrière. On a la place de croiser les jambes. Hein. La banquette avant est coulissante évidemment. Hein. Et il est très agréable hein, de voyager dans cette automobile, surtout à l'époque où on venait de petites voitures. Bon, la luminosité, elle vient du fait du nombre important de... La surface vitrée est très importante et la lunette arrière très galbée pour l'époque. Hein. C'est une forme que Panhard a voulu aérodynamique, hein, absolument, mais ça donne énormément de luminosité dans la voiture. On voit que le pare-brise aussi a une forme assez aérodynamique pour l'époque. Hein. Les concurrents avaient des pare-brises plats pour la plupart ou très peu galbés. Ça contribue à l'aérodynamisme. C'est l'aérodynamisme et c'est un véhicule qui a un 0,275 de CX. À l'époque, c'est révolutionnaire. Hein. On voit même les clignotants qui sont profilés. Ils sont profilés en forme de goutte d'eau. Idem pour la poignée de porte, enfin les poignées de porte. Qui sont intégrés hein, à l'époque, intégrés, un poignet tout nu évidemment. Un autre détail aussi, qui est plaisant à voir, c'est que habituellement, quand il y avait des charnières extérieures, bah, on les voyait, elles étaient apparentes. Panhard, lui, les a capotées. Là, il met un petit capot en Des alu. petits caches. On vient chercher le fumier, Ou le porter, le crottin de cheval. Bon, bah écoute Olivier, je te remercie. En tous les cas, de ta visite. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance sur des rassemblements du dimanche matin, à Maison comme on dit. Lafitte. C'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés là. Ouais. Et on va en profiter encore, puisqu'il fait beau, pour faire quelques petites prises de vue. Tu es d'accord? Tout à fait. La Dina est une auto d'amateur éclairée. Sachez qu'il vous faudra débourser autour de 12 000, 13 000 euros pour acquérir une auto en bon état, semblable à celle de notre essai. Ce reportage touche à son terme. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre avec une voiture comme on aime. Allez, ciao!